Hélène Carrère-Dancos, est-ce que vous partagez ce constat que la Russie, avec ses faiblesses, on va y revenir dans quelques instants, ces soldats mal armés, mais en même temps très nombreux, très dangereux, cette Russie, par certains côtés déclinante, est encore plus dangereuse? Alors, probablement, mais surtout, je voudrais rappeler quelque chose, parce que j'entends le mot impérial, etc. Ouais. Je crois qu'il faut partir de l'espace russe. L'espace, c'est quelque chose de fondamental pour ce pays. Aucun pays n'a un espace aussi important et un espace sans frontières naturelles, il ne faut pas l'oublier. Et le résultat, c'est que l'histoire de la Russie a été une histoire d'abord d'invasion dans cet espace. Et évidemment, la réaction a été, qu'est-ce qu'on fait? On repousse l'envahisseur et on le repousse le plus loin possible. Et on cherche à consolider en cherchant le point où on atteindra un point de défense. Ce que vous dites est très frappant. L'immensité fait office de frontière. On ne sait pas très bien où ça s'arrête. Ça ne s'arrête nulle part. Il n'y a pas de frontière naturelle. Ouais. C'est ça le problème. C'est terrifiant ce que vous dites. Vous souvenez-vous les récits du Goulag, les prisonniers du Goulag, qui disent exactement ce que vous dites. Dans un autre ordre d'idée, ils disent il n'y avait même pas de barrière. Simplement, l'immensité sibérienne faisait que on ne pouvait pas partir. C'est-à-dire que véritablement, on peut dire que la Russie, ou le peuple russe, ses dirigeants, après avoir été envahis, car ils ont été envahis par les Suédois, les Norvégiens, ensuite par les Mongols, par les Français, par l'Empire ottoman, de tous les côtés, l'envahisseur est venu. Et quand ils ont commencé à considérer qu'il fallait préserver l'espace, ils ont d'abord repoussé l'envahisseur, puis ils ont poussé le plus loin possible, et ça a été une marche en avant. Et la marche en avant n'a pas rencontré de frontières. C'est ça qui est extrêmement important. On peut dire que depuis la fin de l'Union soviétique, incontestablement, la notion d'espace est une notion qui se pose. Alors, je voudrais rappeler tout de même quelque chose. C'est ce que disait Solzhenitsyn, qui était un homme extrêmement réfléchi. Il disait l'espace a été notre tragédie parce qu'il a été trop grand. Et il a tué complètement et la vie politique modernisée et la modernisation économique. Que peut faire la France face à cette puissance dangereuse par beaucoup d'égards, déclinante, donc encore plus dangereuse, et puis vous le dites de manière très impressionnante, qui n'a jamais été si sûre de ça, de ses frontières. On a vu cette image. Il n'y a jamais eu de frontières. Ouais. Enfin, il y a des pays qui n'ont pas de frontières naturelles, qui sont quand même un peu moins envahissants que la Russie, disons. Non, mais une fois encore, c'est un espace qui a été ouvert aux invasions. Si on oublie ça, si on oublie l'histoire, c'est ça. Ça a été là. On a repoussé les invasions et après, on est allé aussi loin qu'on pouvait pour s'assurer. Et il y a eu une espèce de folie impériale, en effet. Est-ce qu'il y a quand même un changement de paradigme? On se rappelle certains dirigeants soviétiques qui étaient, de pures ordures, mais qui étaient des ordures qui restaient quand même dans leurs frontières. C'est un régime de dictature épouvantable. Et là, quelque chose s'est détraqué. Alors, il y a quelque chose dont il faut se souvenir, que cet espace était un espace continu. L'Empire a toujours été continu. C'est un point fondamental. Et que la seule fois où il y avait une conquête au-delà de l'espace continu, c'était l'Alaska. Et l'Alaska, l'empereur Alexandre II s'est empressé de le revendre aux États-Unis. On le lui a beaucoup reproché. Et il a dit, il était séparé de l'espace par le détroit de Bering, c'est pas grand-chose. Même ça, ils n'ont pas voulu le garder. Vous avez signé un livre très important sur De Gaulle et la Russie, les rapports entre la France et la Russie. Maintenant, c'est la France et l'Ukraine aussi. Il faut rappeler cette image qui a marqué la semaine où Emmanuel Macron remet à Volodymyr Zelensky les insignes de Grand Croix, la Légion d'honneur. Vous aussi, vous êtes Grand Croix. Oui. Ça fait 2 Grands Croix. La 3e Grand Croix, c'est Vladimir Poutine. Changement des temps, n'est-ce pas? Vladimir Poutine. On donne la Grand Croix au chef d'État. Voilà. Vladimir Poutine avait été décoré en 2006, je crois, par Jacques Chirac. De quel œil est-ce que vous regardez ça? Le symbole que ça représente, du président de la République française qui remet à Volodymyr Zelensky ces insignes-là? Je dirais que je l'attendais du moment que Vladimir Zelensky venait à l'Élysée pour dîner. Il était clair que le président de la République allait lui remettre la Légion d'honneur. C'est l'usage. Il vous a impressionné, Volodymyr Zelensky, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il réalise, dans le changement qu'il a réalisé en une année? Non, mais il a réussi quelque chose d'extraordinaire. Il s'est lui-même transfiguré, c'est ça la vérité. Il s'est transfiguré, il a décidé qu'il était porteur du destin de l'Ukraine, ce qui a été la surprise pour tout le monde, pour ses compatriotes certainement, et avant tout pour Vladimir Poutine qui le prenait pour un histrion. Il y a des gens comme ça que l'épreuve transforme et ils portent ce conflit, et c'est pas facile en effet. Sur la puissance du sentiment national, certains le donnaient pour mort, on voit combien c'est fort. Ce sursaut national ukrainien, il en est lui-même l'exemple.
on a vu ces archives de 2013 où il fait encore le Nouvel An à Moscou. À l'époque, il y a déjà la Tchétchénie, il y a déjà la Syrie. À l'époque, il n'est pas opposant à la Russie de Vladimir Poutine, Non, en mais tout il cas pas était dans déclaré. un mouvement. Il a évolué. Il était dans un mouvement, l'Ukraine, depuis, je dirais, depuis 1990. Elle s'est cherchée longtemps. Enfin, ça n'est pas venu tout seul. Elle était dispersée entre divers États. Mais en tout cas, depuis 1990, depuis la sortie de l'Union soviétique, il est clair que le nationalisme ukrainien, qui existait en 1920 déjà, il y a eu une première tentative d'indépendance ukrainienne. La nation ukrainienne a compris ce qu'elle était, elle s'est renforcée, et c'est cela, à la fois la surprise de Vladimir Poutine, la mauvaise surprise, tout simplement parce que dans son cerveau soviétique, ça n'existait pas, la nation ukrainienne, et en même temps, c'est ce qui porte la résistance ukrainienne et celui qui l'incarne aujourd'hui.